Salut, je m'appelle Liliane. C'est super difficile pour moi de faire ça. C'est pour ça que j'ai des écouteurs. J'écoute de la musique calmante en même temps que je fais ça. Parce que je fais de l'anxiété quand je m'entends parler. Particulièrement quand je m'entends parler de quelque chose qui est difficile pour moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la santé mentale. Parce que euh, même si on en parle de plus en plus, qu'on fait de plus en plus de sensibilisation, euh, je pense que c'est encore pas méconnu parce que on connaît les mots, on connaît les termes, mais c'est encore malgré tout tabou. Quelqu'un qui souffre de maladie mentale n'arrivera pas sur son lieu de travail pour dire ouais, je suis arrêtée de travailler parce que je suis en dépression, puis ça va pas bien, puis j'y recommence à m'auto-mutiler, puis je pense au suicide. Tandis que quelqu'un qui a le cancer, par exemple, lui va pouvoir arriver au travail. Puis je dis pas que c'est mieux d'avoir le cancer, aucunement, là. Mais c'est moins tabou. C'est-à-dire que les gens réagissent avec malaise, mais vont moins se poser de questions, se poseront pas la question à savoir si c'est fin, est-ce que c'est une recherche d'attention. Moi, je pense que les gens associent beaucoup maladie mentale à recherche d'attention. Bon, pour parler de mon cas à moi, je peux pas parler pour tout le monde, mais c'est loin de la recherche d'attention. D'abord, moi, être le centre de l'attention, ça me rend très anxieuse. Je suis pas bien là-dedans. On m'a déjà dit que ça paraissait pas, que ça paraît pas du tout, parce que je vais sortir, par exemple, je vais porter des talons hauts qui font beaucoup de bruit. J'avais rencontré une psychologue un jour qui m'avait dit, ben, ça paraît pas parce que tu fais du bruit quand t'arrives. Je sors, je suis maquillée, je fais attention, j'essaie de, de bien m'habiller, j'essaie de bien m'arranger. Donc, les gens pensent que je recherche beaucoup l'attention, c'est loin d'être le cas. Je suis très mal à l'aise avec l'attention. Je deviens nerveuse, je fais des grimaces, j'ai des tics nerveux, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, je pense que vous pouvez déduire à partir de ce que je viens de vous dire que je suis une personnalité très anxieuse. Maintenant, ça, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos aujourd'hui? D'abord, je l'ai dit, c'est pour essayer de rendre les choses moins taboues. Euh, mais j'ai envie de partager mon expérience aussi pour voir s'il y a des gens qui ont vécu la même ou quelque chose de similaire et que ça pourrait peut-être les aider à mieux verbaliser ce qu'ils vivent, pardon, à peut-être mieux l'accepter, à se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls à vivre certaines difficultés. Donc, moi d'abord, la façon dont ça a commencé, j'ai toujours eu une humeur très, très, très changeante. Je pense que juste la manière dont je parle, on peut se rendre compte que je suis une personne qui est quand même relativement expressive, malgré que là, il est tôt le matin, je suis en train de prendre mon premier café. Mais disons que si quelque chose marche pas dans mon cas, ça se passe dans le visage. Je suis une personne très expressive, donc. Donc, les sautes d'humeur étaient très, très, très faciles à identifier dans mon cas. Tout se lit dans mon visage. Donc, comme je disais, depuis mon enfance, toujours eu des grosses sautes d'humeur. Mais, tu sais, tu grandis, c'est toujours attribuable à quelque chose. Les gens vont dire, ben c'est un enfant, c'est normal. Oui, c'est plus marqué que la moyenne, mais t'es un enfant plus expressif, ça va rentrer dans l'ordre. Casse-toi pas la tête, ça va rentrer dans l'ordre. Après ça arrive l'adolescence, c'est la puberté, c'est la crise d'adolescence, ça va se placer, ça va se placer. Jeune adulte, c'est l'adaptation, il y a beaucoup de choses qui... Nouveau travail, université, ta. Il y a toujours des raisons qui viennent expliquer les sautes d'humeur jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.
à un moment donné, il n'y a plus rien qui justifie ça. Puis tu t'assois, puis tu te rends compte que tu as toujours su que c'était pas normal. Mais là, t'as pas le choix de te rendre à l'évidence que c'était pas normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces montagnes russes-là sur lesquelles j'ai aucun espèce de contrôle? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi je me lève le matin en voulant tuer tout le monde? Ou le contraire absolu, j'ai le goût d'ouvrir les fenêtres et de chanter avec les oiseaux, telle Blanche-Neige. Pourquoi je suis pas capable de contrôler ça? Et pourquoi, 30 minutes plus tard, pour X raisons complètement futiles, je vais sauter les plombs. Je me lève le matin, comme je disais, ah, la vie est belle, je chante, je gambade. Plus de café. C'est la crise. C'est la crise. Ne me parlez pas, je pourrais tuer quelqu'un. Tu peux pas juste dire c'est attribuable à t'es une personne expressive. Tu les ressens, ces sensations-là. Tu les vis, ces sentiments-là. Tu le sens bien que c'est disproportionné. Tu te sens te retenir toi-même d'exploser complètement. Donc, via un moment où tu consultes, via un moment où tu dis, ben, je me rends à l'évidence, ça fonctionne pas par moi-même. Parenthèse, j'ai toujours consulté mon médecin de famille pour différents problèmes, disons des malaises, des douleurs, que mon médecin n'arrivait jamais à cerner. Puis je me faisais toujours répondre, c'est le stress. Ah, ça, c'est le stress. Non, ça, c'est rien. C'est le stress. Ouais, mais c'est parce que le stress, mais qu'en fais-je? Mais j'ai jamais eu de réponse. Fait que j'ai toujours resté prise avec mon stress. Alors, j'essaie d'aller consulter mon nouveau médecin de famille, parce qu'à un moment donné, j'ai déménagé à l'extérieur de ma région natale. Et j'ai eu la chance d'avoir un médecin de famille extrêmement rapidement. Et ce médecin de famille-là a reconnu, effectivement, c'est pas normal que ton humeur fasse ça comme ça. Non. Ce qu'une psychologue scolaire m'avait déjà confirmé, mais il y avait eu plus ou moins suivi, en tout cas. Bref. Excusez-moi. Toujours est-il que je consulte mon nouveau médecin de famille et elle me demande de tenir un journal pendant 2 semaines de mes émotions. Ce que j'ai fait. Et quand est-ce que tu te rends compte que ça n'a pas de maudit crise de bon sens? Quand tu tiens un journal de bord. Quand tu écris, mon chum m'a demandé comment ça va. Je l'ai envoyé chier. Pas normal. Fait que, un petit journal de 2 semaines parsemé d'événements savoureux comme celui-là. Donc, j'ai ramené ça au médecin et le médecin m'a dit on va te donner des antidépresseurs. Alors, j'ai pris des antidépresseurs pendant 4 ans. J'ai pris du citalopram, plus connu sous le nom de Celexa, que j'ai pris jusqu'à 40 mg. Et pendant le temps que j'ai pris le Celexa, ça a été les 4 années les plus stables de ma vie. J'étais vraiment bien parce que je me sentais moi. Il y avait le bon côté de moi, le côté pétillant, il y avait tu sais, j'avais le côté agréable sans voir le côté poche, finalement. Donc, j'étais vraiment très, très bien. Et est arrivé un moment en 2012 où j'ai eu une baisse. Pas une grosse baisse. Juste assez pour dire que, préventivement, j'ai voulu retourner voir mon médecin de famille, qui, là, m'a switché
d'antidépresseurs et m'a fait une référence en psychiatrie soupçonnant que ce n'était pas une dépression passagère, mais plutôt un trouble bipolaire. Donc, double référence en psychologie et en psychiatrie au public. Donc, c'est laissé parce que j'étais suppléante en enseignement préscolaire primaire à l'époque. Donc, c'est pas quand tu sais pas quand est-ce que tu travailles que tu fais des gros salaires. Alors voilà, double référence. J'ai commencé par être suivie en psychologie pour ensuite entamer un suivi en psychiatrie. Et là, se sont enchaînés les multiples changements de traitement. À travers le temps, j'ai eu des ups, j'ai eu des downs. J'ai eu des moments où mon besoin de sommeil était diminué de beaucoup. Moi, je suis une grosse dormeuse. J'avais beaucoup moins besoin de dormir. Et j'avais beaucoup d'énergie. Je commençais des projets que je finissais pas. J'allais acheter toutes sortes d'affaires pour ces projets-là qui finalement aboutissaient jamais à rien. J'ai des garde-robes remplis de projets d'artisanat que j'ai jamais terminés. Parce que, en plus, j'ai la fibre créative. Fait que, quoi de mieux pour dépenser son argent? Euh, c'est pas... J'ai jamais eu des gros ups. Les downs, par contre, très difficiles. Donc, moi, j'ai commencé à penser au suicide, j'avais 12 ans. Parce que je pense pas que ce soit normal. Et ça n'a jamais arrêté. Dans les périodes où ça allait bien, évidemment, c'était moins présent. Mais c'est toujours là quand même. Dans le sens que c'est toujours comme... c'est comme ta roue de secours, finalement. C'est comme une roue de secours. Tu fais une crevaison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas installer ta roue de secours. Bon, moi, j'étais dans la cuisine, j'échappais mon pot de cornichon à terre, il éclatait en morceaux, je pensais au suicide. Tu sais, ça a toujours été ma roue de secours, ça a toujours été ma béquille. Donc, c'était évidemment à des intensités plus ou moins élevées. Dans les moments où c'était très élevé, j'ai dû à quelques reprises arrêter de travailler pour faire la petite boule sur mon divan, plus capable de rien faire. Avec les changements de médicaments, avec les humeurs qui sont très instables, j'ai eu des grands changements au niveau de mon poids. J'en ai perdu énormément, j'en ai gagné énormément. Donc, à mon plus petit, j'ai pesé... Moi, je suis quand même assez grande, je mesure 5 et 9. Puis, je suis pas shapée comme une allumette, là. Je suis shapée plus comme un athlète, disons. Mon plus petit, j'ai pesé 145 livres. Présentement, je pèse plus près de 250. Donc, des grosses variations. Mon poids régulier, c'est 160 à 175 à peu près. Je varie là-dedans. Donc, voilà, les événements se succédant, j'ai eu des grandes variations, fait que c'est difficile après ça de contrôler son poids. Mais c'est pas, pour moi, c'est secondaire maintenant. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est de survivre. C'est juste de trouver des raisons de survivre.